Chers amis auditeurs, bonsoir pour ce 59e volet de Fréquence Orage d'Acier. Nous avons intitulé cette émission « Après la catastrophe ». Alors, j'ai autour de ce micro Xavier Javel. Bonsoir. Et Julien Dodéa. Salut tout le monde. Alors, on va essayer de faire un bilan de ces 3-4 dernières années passées. C'est de l'actualité politique de ces 4 dernières années. Pour voir ce qu'il reste, ce qui a sédimenté ces dernières années, et ce qu'il reste après cette crise, ce temps de décision qu'aurait été ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors exceptionnellement, nous allons parler d'actualité politique. Vous savez qu'Orage d'Acier se propose au contraire d'explorer les sujets de fond, les dossiers de fond de notre famille spirituelle et de pensée. Et donc nous nous tenons plutôt loin des considérations immédiates. Mais enfin, là, les temps sont tout de même ont leurs exigences et il était, je crois, nécessaire de faire un retour sur les derniers événements. Et en particulier, nous allons traiter justement avec cette perspective si particulière à Fréquence Orage d'Acier, en traitant du temps long et dans les perspectives de long terme pour les militants nationalistes révolutionnaires que nous sommes, pour essayer justement de dégager des lignes de force et d'essayer d'identifier, les yeux grands ouverts, sans se raconter d'histoire, ce qu'il restera de ces dernières années et ce qui il est possible de faire dans les conditions nouvelles, sachant que, on le verra tout à l'heure, probablement cette présidence Macron sera en grande partie la présidence de la France d'après, c'est-à-dire de cette France totalement livrée au vent de la mondialisation, aux logiques progressistes et libérales, si cela n'était pas déjà largement le cas. En tout cas, ce sera, je dirais là, une sorte de mise à jour de l'oligarchie transnationale dans ce sens. Julien. Et la particularité ou l'innovation peut-être avec l'élection de Macron, déjà je regrette que les Français soient autant tombés dans le panneau du candidat du système qui a fait la couverture de tous les magazines, mais bon, les Français sont toujours dévots. L'innovation avec Macron, c'est que on est toujours dans la lignée progressiste, libertaire, libéral, sauf que cette fois, il y a même plus d'habillage de gauche, de volonté de lutter contre la finance, de volonté de maintenir les luttes sociales. Maintenant, c'est affiché au grand jour que les Français ont voté pour un candidat ouvertement libéral, libertaire, progressiste, sans aucun habillage, ne serait-ce que socialiste, quoi. Oui, c'est clair que là, en fait, d'une certaine façon, la banque et le patronat gouvernent sans plus aucune médiation. Ils gouverneront directement la France. Lucien Cerise, avec beaucoup de raison, a parlé d'élections orange, comme il y avait jadis des révolutions oranges. On pense évidemment au cas de l'Ukraine en 2004, mais on pense aussi à d'autres révolutions colorées. Le printemps des cèdres au Liban, le printemps arabe, printemps de jasmin en Tunisie, et mille autres encore. Mais en effet, là, nous avons assisté à finalement une coalition de toute l'oligarchie, c'est-à-dire tout l'appareil en fait de pouvoir, en particulier le pouvoir d'argent, pour son candidat. Mais cela a été déjà très largement traité par d'autres supports, d'autres médias, et je crois que nos auditeurs savent à quoi s'en tenir de ce côté-là. Moi, ce que je voudrais, messieurs, ce soir, c'est vous proposer de faire un peu un tour de l'existant et de voir si il y a des choses exploitables dans telle ou telle initiative qui a été lancée ces dernières années, voir s'il en reste quelque chose, s'il y a certaines énergies disponibles, exploitables, pour essayer de reconstruire justement des possibilités pour un avenir point trop lointain. Alors, on peut peut-être décider ensemble, messieurs, des premiers cas examinés. On pourrait peut-être parler du cas des catholiques, parce que c'est quand même un secteur sur lequel on travaille. Le cas des catholiques avec je dirais les derniers remous de de l'affaire, on pourrait appeler ça comme ça, de l'affaire ou de la polémique entre Cause Toujours, de son vrai nom Erwan Le Moredec, et Laurent Dandrieux sur la question de l'immigration et de l'Église. Est-ce que, Julien, vous avez un commentaire à faire sur ces derniers développements ? Oui, pour revenir sur le cas de Cause, on a déjà parlé à cette antenne, mais bon, ça vaut toujours le coup. Beaucoup de gens se sont révélés et ont montré leur vrai visage au moment de cet entre-deux tours, leur visage de libéral. Et en fait, c'est ce qu'est Cause, un bourgeois libéral, qui, j'ai presque l'impression que c'est un infiltré en fait dans l'Église, qui prend la posture d'un catholique pour justifier et pour faire de la subversion en fait.
Donc il a pris une position de catholique, contre le mariage homosexuel, et pour la manif pour tous, pour ensuite prendre des positions à contre-pied en fait de ce qu'on pourrait attendre d'un catholique conséquent, jusqu'à appeler récemment à voter ouvertement pour Macron. Donc dans Cause Toujours, contrairement au cochon, tout est mauvais, il y a tout acheté, quoi. Xavier? Oui, cette élection aura au moins eu le bienfait de dévoiler au grand jour la plupart de nos ennemis. Les libéraux ont presque tous retiré leur masque. Même Robert Hue se découvre, et la plupart de nos ennemis se découvrent, se dévoilent au grand jour et montrent justement leur vrai visage d'agents du capital. Alors on peut peut-être revenir aussi sur ce qu'aura été, je dirais, les opposants, en tout cas officiels, à la ligne de Le Morey-Deck, en la personne de Laurent Dandrieux, même s'il s'est toujours défendu d'être en face, en réalité, de Le Morey-Deck, puisque Dandrieux, d'une certaine façon, a toujours eu tendance à dire qu'il était à côté, qu'il ne parlait pas des mêmes choses, qu'il n'était pas concerné par cette polémique sur les catholiques identitaires lancée de toutes pièces, enfin fabriquée de toutes pièces par Le Morey-Deck, avec son livre sur l'immigration et l'Église, Le Grand Malaise. Alors, là aussi, on a vu une très grande pusillanimité de la part de nombre de ces catholiques, on va dire, intransigeants, qu'on peut identifier autour de la figure de Laurent Dandrieux, mais pas seulement. Je pense à des anciens d'Immédiatement, des anciens de la revue Réaction comme Dandrieux, des gens groupés autour des revues paroissiales, L'Homme Nouveau, La Nef, que sais-je encore. Enfin, tous ces catholiques intransigeants ont là, eux aussi, témoigné d'une très grande pusillanimité pendant cette élection présidentielle. Et autant les causes ont dit qu'ils voteraient pour Emmanuel Macron avec regret, autant on n'a pas trop entendu de ralliement, je dirais, de la scène intellectuelle catholique de droite. Julien? Oui, je pense que de manière assez étonnante par rapport au poids que représente électoralement le Front National, il y a encore un tabou à soutenir le Front National, et les gens ont encore peur de perdre quelque chose. Donc finalement, certains qui fort naturellement devraient appeler à voter pour Marine Le Pen, et qui sûrement votent pour elle, n'osent pas, par pusillanimité, le faire publiquement. Alors il y a une autre raison, je crois, c'est que le Front National nous donne de plus en plus de raisons de s'éloigner de lui, du fait même que lui-même s'est éloigné des points non négociables, des points fondamentaux non négociables dont a parlé le magistère de l'Église. Il y a plus largement, sans parler de ces points non négociables, au-delà de ces points, des considérations qui nous éloignent toujours un peu plus du Front National, en particulier son jacobinisme, son étatisme, son socialisme, son fiscalisme, et même sa timidité sur beaucoup de sujets sociétaux sur lesquels nous n'avons évidemment absolument pas à transiger, Julien. Oui, bien sûr, il n'y a pas de parti parfait, et le Front National est très loin d'être un parti parfait, mais malgré tout, il y avait une position authentiquement catholique pour défendre le magistère et les points non négociables, et une position qui demande aussi évidemment de la mesure, de la prudence et une certaine casuistique, même quitte à expliquer les choses. Mais on peut appeler, on aurait pu, maintenant que l'élection est passée, appeler à voter Marine Le Pen en la présentant comme un moindre mal, ce qu'elle est effectivement, et non pas dans un sens dévoyé où elle présente un programme mauvais, mais un tout petit peu moins mauvais que celui de son adversaire, mais comme un moindre mal, dans le sens où son programme est mauvais parce qu'il y a encore des points graves de morale. Et là, je me pose même pas, même si je suis catholique pratiquant, d'un point de vue religieux. Il ne s'agit pas d'une morale religieuse, il s'agit d'une morale politique qui est extrêmement importante pour la vie de la cité, sur l'avortement, sur la GPA, sur la PMA, sur le mariage homosexuel, etc. Et donc, Marine Le Pen présentait un programme de moindre mal parce que son programme n'était pas parfait sur tous ces points-là, mais malgré tout, il y avait déjà une amélioration. Et c'est ça le moindre mal qu'il faut rechercher. C'est que, moralement, il est acceptable de faire appliquer des mesures qui sont mauvaises si elles tendent malgré tout vers le bien, si elles sont un peu meilleures. Et c'était évidemment le programme de Marine Le Pen. Le programme de Macron est évidemment totalement à l'opposé. Je ne conçois même pas qu'un catholique puisse appeler à voter pour un candidat qui défend la GPA, la PMA, qui veut l'abolition de toutes les frontières morales
des capitaux du travail, qui veut tout détruire. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une, comme le disait Christiane Taubira, il y a une unité entre le mariage homosexuel, le gender, etc., et le travail le dimanche, et qu'en fait Macron, d'une certaine façon, est le candidat justement de ce monde sans limite, libéral libertaire dont vous parliez tout à l'heure. Oui, libéral libertaire, tout à fait. Et je me permets une incise. Je remercie et je salue l'abbé Laguérie d'avoir publié une tribune en expliquant que voter pour Emmanuel Macron est un péché et qu'il faut s'en confesser. Parce que si on vote pour Emmanuel Macron, on collabore au mal. Donc le programme de Marine Le Pen était un moindre mal. Vraiment, j'appelle les auditeurs de Fréquence Orage d'Acier à être attentifs à cette question du moindre mal, à ne pas se laisser tromper justement par des gens un peu à la manière de la personne que j'ai citée tout à l'heure, de catholiques libéraux, enfin pseudo-catholiques, justement qui utilisent l'argumentation du moindre mal pour en fait continuer à faire empirer la situation. Ce n'est pas ça le moindre mal. Le moindre mal, c'est malgré tout tendre vers le bien. Oui, on pourrait parler de phishing, pour citer là encore Lucien Cerise, c'est-à-dire le phishing avec PH, c'est-à-dire cette technique de l'escroquerie qui consiste à imiter les apparences d'un site légitime pour attirer en fait des gens dans ses filets. Xavier Javel. Donc non, je pense pas qu'on puisse décrire son programme comme étant jacobin. Elle est quand même très loin de Robespierre, quoi qu'on en pense de ce personnage, bien évidemment. Mais ensuite, je pense pas qu'elle puisse, aujourd'hui, dans la scène politique actuelle et avec ce qu'on connaît de la France, défendre des positions... je pense que défendre des positions morales comme justement sur l'avortement sont devenues des choses extrêmement compliquées. Même au sein des Français, c'est quelque chose qui n'est plus naturel. C'est-à-dire qu'un candidat à l'élection présidentielle qui a une importance comme Marine Le Pen, qui a un parti gigantesque, qui représente des millions d'électeurs, ne peut plus dire publiquement on va arrêter l'avortement. Je pense que ce serait une perte de millions d'électeurs. Ça ne lui demande de le faire dans ses formes, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de prendre un chemin, de donner des orientations. Julien parlait tout à l'heure d'un moindre mal dans le sens une chose incomplète qui ne poursuit pas le bien commun dans sa perfection, mais qui malgré tout va dans le bon sens. Et là, il y a, je crois, sur beaucoup de terrains, une équidistance maintenant entre le Front National et les Républicains, jadis UMP, jadis RPR, par exemple sur les questions de société. De la même manière qu'il y a une certaine équidistance aussi entre le Front National et le reste des partis politiques, par exemple sur les mœurs politiques, en particulier sur les rapports avec l'argent, sur le rapport à l'ambition, sur les manières de sélectionner les cadres. C'est-à-dire qu'en fait, sur beaucoup de sujets, le Front National n'est pas un parti hors norme, n'est plus un parti hors norme, ni d'ailleurs un parti tribunicien, un parti qui représente d'une certaine façon la voix du peuple. C'est pas, à certains égards, les accents populistes se perdent largement dans des considérations en fait de normalisation du parti, qui en font de plus en plus un parti eurosceptique, socialiste, étatiste. Sans parler de jacobinisme, en tout cas, on peut dire que le parti ne poursuit pas le bien commun sur des questions aussi primordiales que la fiscalité, la politique familiale, la fiscalité des entreprises et mille autres sujets encore. Mais on va revenir sur le cas du Front National. J'aimerais qu'on reste un peu sur les différentes initiatives qui ont émaillé ce quinquennat et voir ce qu'elles ont donné ou comment elles ont avorté. Je pense là en particulier au vaisseau amiral de l'opposition à François Hollande, puisque la seule réforme qu'on met au crédit de François Hollande aujourd'hui dans les journaux qui font le bilan de son quinquennat, c'est le mariage pour tous. Et le vaisseau amiral de la résistance aura été la manif pour tous. Alors, messieurs, qu'est-ce que l'on peut faire comme bilan de la manif pour tous en cette fin de quinquennat, sachant que, malgré tout, Ludovine de la Rochère, au nom de la manif pour tous, a appelé à faire barrage à Emmanuel Macron. Oui, alors c'est vrai que j'étais assez heureux de ce communiqué de la Manif pour tous qui avec évidemment beaucoup de bon sens et de justesse rappelait qu'il était inenvisageable de voter pour Emmanuel Macron. Alors que la Manif pour tous m'avait un peu déçu avec ses prises de position, on ne lâche rien, et puis finalement on voyait au fil du temps après la saison des grosses manifs que voilà, on perdait du terrain sur des petits points. Maintenant on parlait plus que de la PMA, la GPA, on oublie un peu le mariage pour tous, etc. Bref. Sur le bilan de la Manif pour tous, je ne referai pas le panégyrique des grandes manifestations, ça a largement été fait.
je pense que l'échec principal, au-delà d'une question de méthode, est-ce qu'il fallait aller sur les champs, est-ce qu'il fallait, c'est qu'en fait la Manif pour tous n'avait pas réellement de levier euh, pour le rapport de force vis-à-vis d'Hollande et de son gouvernement. Parce que justement, Hollande était dans une situation beaucoup plus confortable que Sarkozy sur ce point précis, alors que Sarkozy l'avait dans les tuyaux déjà au quinquennat précédent, avec Guélib dans ses pattes. Hollande était beaucoup plus à l'aise parce que c'était un président de gauche, élu donc avec son électorat de gauche, qui avait une majorité, qui avait avancé le mariage homosexuel dans son programme, de manière tout à fait claire, et donc il ne faisait qu'appliquer son programme d'une manière courageuse justement. En fait, la Manif pour tous a crédibilisé François Hollande à ce moment-là en tout cas. D'une manière courageuse, il appliquait son programme, malgré les oppositions. La Manif pour tous, ce n'était que la bourgeoisie catholique, qui n'était de toute façon pas l'électorat de Mélenchon, qui aurait pu peut-être paralyser économiquement le pays, ou en tout cas avoir des dégâts économiques, mais de toute façon c'était pas dans son intérêt personnel, et comme elle ne défendait pas ses intérêts personnels, mais une question de société, elle n'avait absolument pas intérêt à le faire. Et donc en fait, simplement que la bourgeoisie catholique descende dans la rue, même en masse, même à 1, 2, 10 millions, rêvons, que la bourgeoisie catholique descende dans la rue pour s'opposer à un président socialiste qui contre une mesure progressiste, on est même pas dans le rapport de force en fait. C'est deux choses qui n'ont pas de rapport presque. Pour comparer justement avec l'opposition d'une autre loi importante qui est passée sous Hollande, c'est la loi El Khomri, la loi travail, où justement là, il n'était plus dans son droit de président socialiste, d'homme de gauche. Donc du coup, il a fait passer une loi antisociale. Et donc là, il y a eu l'ultra-gauche est sorti dans la rue. Et là, l'ultra-gauche était dans son droit. Et on remarque que du coup, l'ultra-gauche, on a sorti quelque chose, quand même en très peu de temps, de beaucoup plus conséquent. Quand même, on peut dire qu'il y a quand même une victoire de Mélenchon aux élections, comparé à ce qu'il faisait avant, et un peu le trou noir dans lequel était l'ultra-gauche ou les communistes depuis environ les 15 dernières années. On peut dire que là, eux, ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu, ils ont réussi à créer peut-être des réseaux, des choses, à construire une opposition. À transformer l'essai, on pourrait dire. Alors, pour revenir à la Manif pour tous, oui, on peut rappeler quand même donc qu'il y a eu cet appel à faire barrage à Emmanuel Macron, ce qui était bien conséquent de la part de la Manif pour tous. Cependant, un point important, elle a été finalement très peu suivie par son public, puisque seuls 17% des électeurs de François Fillon ont voté pour Marine Le Pen. Alors, comment peut-on interpréter, là encore, ce très faible report des voix je dirais, l'électorat de la droite d'affaires vers la gauche patriotique? Est-ce que, premièrement, le niveau très insuffisant de la candidate n'est pas la cause première d'explication, mais je crois qu'il y en a d'autres, et probablement la pusillanimité de cette bourgeoisie qui, finalement, ne veut pas voter comme la bonne. Ça, c'est, je crois, quand même le deuxième motif quand même très important, structurant. Cette bourgeoisie catholique de droite dont vous parlez tout à l'heure, Julien, je crois, est cocue et heureuse de l'être. Et finalement, on aura constaté, probablement vous comme moi, autour de nous, que beaucoup de ressortissants de cette droite catholique de province aura voté Emmanuel Macron. Oui, Versailles a voté Macron à 75%. Les histoires du Front National sont toujours ridicules à Versailles, ce qui peut paraître assez étonnant. Non, je pense que l'explication la plus simple, c'est celle d'un vote de classe. La bourgeoisie, alors malheureusement en France, la population catholique se regroupe en grosse partie avec la bourgeoisie. Et donc finalement, la bourgeoisie catholique a voté pour son intérêt économique. Je pense que ce qu'on a beaucoup reproché à Marine Le Pen, son débat, j'ai pas très envie de rentrer là-dedans. Je salue la candidate, le combat qu'elle porte, et voilà, malgré toutes les insuffisances d'elle-même ou de son équipe, je pense que le débat, ça a joué un peu à la marge. Mais de toute façon, le débat était de très piètre qualité d'un côté comme de l'autre. Vous avez absolument raison, à la marge, parce que les différences sont telles que on voit bien que ce n'est pas au cœur que ça s'est joué, que le débat n'a pas touché le cœur de l'électorat de cette droite filloniste. Et c'était bien donc à la marge que ça a peut-être effrité 3-4%, peut-être 5%. Mais continuez, j'aimerais qu'on insiste sur ce point, mais continuez votre examen. Le cœur de cet électorat a voté de François Fillon a voté pour Emmanuel Macron pour de purs intérêts matériels. Oui, pour le programme économique libéral qui veut continuer le progrès économique et faire prospérer leur patrimoine.
Moi, je pense quand même que ces cathos sociologiques, qui sont en fait des libéraux conservateurs, sont quand même en réalité beaucoup plus libéraux conservateurs. C'est-à-dire qu'ils sont conservateurs par tradition familiale, parce que leurs parents faisaient comme ça, parce qu'on fait comme ça dans leur milieu. Donc c'est par conformisme. Tandis que dans les faits, dans la réalité, ce sont tout simplement des libéraux. Oui, parce qu'en fait, ces gens-là ne sont mus par aucun principe. Et on voit bien qu'en effet, leur conservatisme s'écaille finalement très vite quand il est présent, parce que je crois qu'il y a quand même aussi toute cette jeunesse de la bourgeoisie de droite à voter dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est les mutations de l'électorat, et qu'un électorat qui jadis pouvait voter dans les classes, on va dire, de la nouvelle bourgeoisie pour le Parti socialiste, vote Emmanuel Macron dans la jeunesse de cette sociologie socialisante, vote Emmanuel Macron dès le premier tour, de la même manière que la jeunesse de droite, plutôt dont les parents sont plutôt libéraux ou libéraux conservateurs, vote là aussi, et qui se reportait jadis sur des candidats de droite d'affaires, se reporte maintenant sur le métacentre macronien dès le premier tour. Ça aussi, c'est une mutation importante à prendre en compte. Ce que je crois, c'est qu'il faut que nous ayons les yeux grands ouverts sur ce qui est en train de se passer dans notre pays et réaliser que nous sommes, les nationalistes, je dirais, l'ensemble du courant patriotique, identitaire, social et écologique, en extrême minorité. Nous sommes un courant extrêmement minoritaire, extrêmement faible, même si dans l'opinion, en fait, un écho très important et d'immenses attentes existent à l'égard des propositions politiques que nous pourrions faire à la population française. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas représentés. Et encore une fois, je crois que si nous étions organisés, les choses iraient probablement autrement et nous pourrions remporter des victoires après un long travail de probablement plusieurs décennies pour obtenir des résultats significatifs. Mais enfin, il y a une attente dans le pays, mais aujourd'hui, cette attente est non formulée. La réponse, finalement, qui est apportée par le système, par l'oligarchie, par les institutions, c'est ce métacentre progressiste, ce parti unique, cette antichambre du parti unique dont parlait déjà Guillaume Faye dans les années, au tout début des années 2000. Alors, messieurs, on va continuer ce tour d'examen. Je voudrais qu'on parle d'un petit esquif proche de la Manif pour tous, qu'auront été les veilleurs, pour signaler d'abord la parution d'un livre, il y a quelques mois déjà, d'un journaliste de centre-gauche d'origine suédoise qui s'appelle Henrik Lindell, aux éditions Salvator, Les Veilleurs, enquête sur une résistance, donc où ce journaliste, donc chef de rubrique sociétale hebdomadaire La Vie, d'origine suédoise et qui est aussi chroniqueur sur Radio Notre-Dame, en fait, fait une enquête sur les origines, sur le sens de cette initiative qu'auront été les Veilleurs. Et là aussi, pour avoir discuté avec plusieurs d'entre eux, connaître plusieurs des membres fondateurs, j'aimerais qu'on fasse, messieurs, un bilan sans concession et sans illusion de ce qu'aura été cette initiative que nous avions au début, je crois, saluée avec intérêt du fait de sa recherche de l'intériorité, sa riposte par le long terme, par la culture, à des enjeux très contemporains, mais qui finalement aura été d'une certaine façon une montagne qui aura accouché d'une souris. Julien. Dès le début, le projet des Veilleurs n'était pas de gagner en faisant des causeries sur le trottoir. Moi, ce qui m'a frappé et ce que c'est le début, les débuts des Veilleurs. En fait, ça a commencé sur l'esplanade des Invalides, au moment justement où il y avait l'émeute à côté. Et là, en fait, ça prenait tout son sens. Qu'il y ait la résistance, la révolte, l'émeute d'un côté, qui est la réaction un peu sanguine et physique face aux décisions et au mépris du pouvoir. Et d'un autre côté, les veilleurs qui justement étaient là plus sur la réflexion, sur le long terme, sur la culture, sur l'enracinement aussi intellectuel. Et justement, les deux se complétaient bien. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y avait une dialectique en fait entre ces deux attitudes qui étaient complémentaires l'une de l'autre, et d'une certaine façon, depuis la fin des coureurs, c'est comme ça qu'on les avait appelés à l'époque, souvenez-vous, d'une certaine façon, les veilleurs ont perdu un peu la moitié de leur sens, quoi. Oui, c'était tout à fait complémentaire. Et là, justement, il y avait du panache et du courage à s'asseoir au milieu justement du tumulte, à se poser, à rester là, à réfléchir justement dans l'intériorité, et pour s'opposer malgré à la fois le tumulte et l'action de la police qui les a pas ménagés. Xavier ? Oui, malgré tout, on aurait aimé que, comme toute forme un peu de
justement d'action intellectuelle, un peu comme des laboratoires intellectuels, cela produise quelque chose. Et je suis assez déçu de voir qu'aujourd'hui, les veilleurs, peut-être qu'il en reste dans quelques villes de France, mais à part ça, ça n'a pas produit grand-chose. Il n'y a pas eu d'innovation, il n'y a pas eu de création. C'est-à-dire qu'il y a eu une réflexion interne, quelque temps, mais qui n'a pas donné quelque chose, qui n'a pas fait naître quelque chose. Alors, c'est vrai que parfois la fécondité spirituelle reste dans l'invisible. Il y a, je crois, eu des semailles très importantes pendant les manifs pour tous. Je crois que les veilleurs aussi, à leur façon, auront beaucoup semé. Mais je suis obligé de convenir avec vous, Xavier, que on reste un peu sur notre faim sur la suite que les veilleurs auraient dû donner normalement à ces réflexions, qui auraient dû en conduire beaucoup à des engagements. Et je ne parle pas ici d'engagement associatif ou d'engagement caritatif, d'engagement dans l'ordre spirituel, dans les paroisses ou dans telle ou telle communauté d'église, mais bien de l'engagement dans la cité, parce que les veilleurs avaient ceci de particulier, que justement, ils pointaient vers les nécessités du politique. Alors, ce qui est très étonnant, c'est de voir l'immense effort que déployaient les organisateurs pour susciter ces vocations, et finalement, les résultats très maigres qui en ressortent, cette montagne qui accouche d'une souris, je vous le disais tout à l'heure. Un autre témoignage de cette époque, ce qui était les veilleurs debout, ce qui se sont ensuite intitulés les sentinelles, qui étaient probablement une des choses les plus étonnantes et les plus belles qu'il y aura eu pendant les manifs pour tous, et qui là aussi, je crois, aura beaucoup frappé les imaginaires, mais qui est tombé un peu dans l'oubli. On ne se souvient plus guère de toutes ces initiatives, et là aussi, on peut dire que finalement, dans toutes ces années, messieurs, il y aura eu finalement assez peu d'inventivité, de créativité, d'initiative. Ça, je crois que c'est peut-être une des choses les plus remarquables dans cette époque, c'est qu'en réalité, en dehors peut-être de la réinfosphère, on en dira un mot après, il y a eu finalement assez peu d'engagement de cette génération, en fait. Elle est encore en maturation. On espère que ça produira du fruit plus tard, mais rien n'est moins sûr, Julien. Oui, il y a eu de belles choses, il y a eu des innovations, ce qui est assez exceptionnel dans l'action politique, surtout venant de la droite. Mais c'est vrai que tout ça est retombé comme un soufflet en quelques mois. C'est assez déplorable, mais c'est peut-être aussi, ça s'explique peut-être aussi par le public de la Manif pour tous. Oui, on espère qu'il s'agit quand même d'une couveuse sur long terme, malgré tout. Mais oui, je pense que c'est lié justement à ce côté malheureusement très bourgeois de cette population qui n'est pas habituée à l'action et même qui n'est pas forcément habituée à justement des actes de résistance. Ça m'a d'ailleurs beaucoup étonné puisque ces gens soulevaient des personnages comme Camus qui disait « je suis d'abord résistant et après écrivain ». Et hélas, ces gens sont plutôt devenus des petits écrivains de comptoir que de grands résistants. Oui, je vous parlais tout à l'heure de Versailles et de ces 75% pour Macron au second tour. En fait, tous ces gens-là, ce sont des gens qui abhorrent la résistance, la radicalité. J'irai pas jusqu'à dire la force, mais en tout cas la résistance, quoi, l'opposition. En fait, est-ce qu'il n'y a pas au fond de tout ça une profonde détestation du conflit, de la contradiction ? Est-ce qu'il n'y a pas la recherche chez eux finalement d'une société apaisée que Macron leur propose finalement ? Oui, c'est sûr qu'il y a le besoin d'ordre, d'harmonie, et à la limite à n'importe quel prix, quoi. On l'a dit tout à l'heure, ce quinquennat aura été finalement assez peu productif d'initiatives, assez peu créatif, assez peu innovant, et le soufflet sera retombé très vite. Et le résultat en aura été un changement dans les rapports de force qui ont conduit Emmanuel Macron à cette victoire absolument écrasante sur l'ensemble des autres forces politiques du pays. Certes, avec l'aide de toute l'oligarchie médiatique et politique et économique, mais malgré tout, il faut que nous prenions en compte ce nouveau rapport de force si nous voulons nous-mêmes nous regrouper et nous redéployer différemment pour remporter des victoires, fussent-elles plus humbles que celles tout à fait extravagante d'une victoire au deuxième tour des élections présidentielles. Je crois qu'il faudrait là aussi faire quelques bilans sur d'autres actions qui ont été initiées, qui ont été d'une certaine façon, qui ont marqué l'ensemble du quinquennat. Je pense évidemment au travail remarquable qu'avait fait la sphère de la réinfo, à laquelle, messieurs, vous avez pris part, d'ailleurs, tous deux différemment, mais enfin, vous y avez pris part. Certainement pas au micro d'Orage d'Acier, vous le savez. Nous ne revendiquons absolument pas de la réinfosphère. Nous ne l'avons jamais fait. Et moi-même, j'ai toujours eu un regard très critique sur ces initiatives, même si j'y compte des camarades. Je pense là à des gens comme l'animateur de Paris Vox ou Languedoc Info ou encore Braise Info.
TV Liberté, bien sûr, Radio Liberté, et toute cette sphère autour du groupe Euroliberté. Mais peut-être peut-on faire un petit bilan quand même de cette réinfosphère, qu'elle a été mise sous les projecteurs ces derniers temps, après les déboires du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, en particulier sur les inexactitudes dont Marine Le Pen se serait rendue coupable, ce qui reste encore à prouver, parce que le fait d'avoir diffusé une rumeur sur un compte aux Bahamas d'Emmanuel Macron ne constitue pas en tant que tel un mensonge ou une inexactitude. Cette inexactitude reste encore à démontrer. La non-existence de ce compte, malgré tout, on sait que dans ces affaires, c'est toujours très difficile d'établir la preuve de l'existence d'un compte offshore. Xavier. Julian Assange est allé justement dans le sens de l'existence de ce compte offshore. Et jusqu'ici, on a quand même pu lui faire confiance sur les dernières présidentielles. Tout à fait. Alors là, malgré tout, il y a eu retour de flamme sur la réinfosphère, mise en accusation, avec de toute façon cette campagne qui dure maintenant depuis plusieurs mois sur les fake news, les nouvelles fausses. Julien, vous-même qui avez été un acteur de cette réinfosphère, est-ce que vous pouvez nous dresser un bref bilan ? La réinformation part d'une excellente intention qui est de dire que les médias font de la propagande, nous on va tâcher d'informer. Et donc de réinformer finalement parce que l'objectif est bien de redresser la propagande et de dire la vérité. Mais il y a plusieurs problèmes. Le premier étant que... Est-ce que le premier problème justement c'est pas cette dépendance de principe à l'égard de l'information mainstream ? Bah si, évidemment, j'allais aborder cette question par la question des moyens. Évidemment, vous êtes un peu isolé dans votre coin, vous savez pas vraiment de réseau, etc. Et vous prétendez informer sur un peu tout ce qui se passe autour de la planète. Et donc pour ça, les sites locaux comme Languedoc Info, Braise Info et les autres ont un parti pris plus réaliste justement qui est de faire de l'information locale. Donc le premier accueil c'est celui-là, c'est de ne pas avoir les informations et donc de dépendre de ce des médias de propagande qu'on dénonce. L'autre écueil qui est c'est justement de faire de la propagande à l'envers. Ça c'est effectivement très tentant. Parce qu'on se dit oui ils mentent ça bon c'est pas trop vérifié mais ça me paraît bien, ça va dans mon sens donc voilà je vais le dire à l'antenne. Ça va évidemment à l'encontre du projet de la réinfo mais on est humain et c'est un des risques de l'information. Donc justement il faut accepter de faire le travail de vérification et même si on veut malgré tout parler de l'information, prendre des pincettes pour dire il paraîtrait que ou voilà. Oui, parce que là on pense évidemment à l'affaire des Bilal Hamon, Farid Fillon, Ali Juppé, qui étaient vraiment des opérations pour le coup de contre-propagande et qui ont très bien marché, mais dont Le Gallou lui-même a revendiqué la paternité. Et en réalité, tout en disant d'ailleurs sur l'antenne de Télé Liberté lorsqu'il s'en est expliqué que les informations étaient vraies. Alors qu'il me semble que les remarques qu'a fait un autre de nos confrères, en la personne de Bruno Larebière, qui faisait remarquer justement face à Le Gallou que la réinfosphère souffrait de nombreuses tares, vous en avez souligné quelques-unes, et il y en a d'autres, j'ajouterais le manque de professionnalisme et l'absence de contenus originaux. Et enfin, une dernière dont on a discuté hors micro, cher Julien, c'est l'influence de pays étrangers qui utilisent donc des biais on va dire des outils, enfin des médias de réinformation qui peuvent être très pertinents et tout à fait légitimes, par exemple dans leur critique de la politique intérieure française, mais qui pratiquent la propagande lorsqu'il s'agit en revanche de défendre leurs intérêts en matière de politique étrangère. Je pense ici au cas des Russes qui ont fait ce travail depuis une dizaine d'années et qui sont très présents sur la question ukrainienne ou syrienne dans le cadre de la réinfo. Voilà, bon, on va pas trop s'étendre sur ce sujet. Ça va être l'heure de la pause musicale. On va écouter le morceau Crash the Party du groupe PAL, édité par la maison Hansen à la fin des années 90. Mais avant, le Hall of Shame. 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 Chers amis auditeurs, cette semaine, nous reprenons nos activités après la pause longue et remarquée par certains d'entre vous qui ont eu la gentillesse de nous mettre des messages. Donc je vous remercie pour tous vos messages privés. Je remercie également les tipeurs qui cette semaine, on a reçu donc un type de Rome qui nous a commandé un t-shirt. Il nous met
Merci à MZ et à Fréquence Orage d'Acier de nous rafraîchir et de nous enrichir, même si les avis ne sont pas toujours convergents. À l'abordage et pas de quartier. Un t-shirt couleur verte, taille M, me dit-il. Alors, je vais vous l'envoyer, Rome. En revanche, pour les autres, je vous le dis, je n'ai plus toutes les tailles en vert ou en noir, donc ne m'envoyez plus que votre demande de taille. J'essaierai de m'y conformer, je n'ai plus toutes les tailles non plus. Et quant à ceux qui commandent des S, c'est pas la peine parce que vous êtes trop fragile et on ne fait pas de t-shirt à cette taille. Non, je plaisante. Mettez-moi un message, on verra ce qu'on peut faire. Je voudrais remercier particulièrement Inès, qui nous a envoyé un don très généreux de 77 € pour pouvoir passer une soirée avec l'équipe d'Orage d'Acier et moi-même. Alors Inès, je vous le répète, je vous l'ai mis par message, mais je vous le redis, vous pouvez me donner la date qui vous conviendra et nous essaierons de faire ça tous ensemble, soit un soir d'enregistrement à votre convenance, soit simplement passer une soirée conviviale et amicale, fraternelle, avec l'équipe de Fréquence Orage d'Acier. Voilà, n'oubliez pas de commenter, de partager, de rager dans les commentaires et de nous faire des dons sur notre Tipeee afin de pouvoir améliorer le matériel et la qualité de cette émission. Après avoir écouté ce morceau de la maison Hansen, qui a bercé la fin des années 90 et le début des années 2000, nous allons aborder cette deuxième partie de l'émission plus brève que d'habitude pour faire cette fois un tracé de quelques perspectives de ce qu'il est possible de faire, étant donné la situation nouvelle dont on a largement parlé en première partie d'émission. Je voudrais juste d'ailleurs terminer ce propos, ce tour d'horizon en parlant des différentes initiatives des micro-partis du Ciel, le PDF, donc Parti de la France, et de Civitas qui font une alliance technique pour les législatives, pour vous mettre en garde évidemment contre ce genre d'initiatives qui sont totalement vouées à l'échec et inutiles, qui ne sont que des initiatives de témoignage sans lendemain. Et pour dire aussi un mot quand même du Front National, on en a parlé longuement tout à l'heure,
Mais je crois qu'il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs un texte qui circule auquel je souscris entièrement. Ça n'engage pas évidemment toute l'antenne de Fréquence Orage d'Acier. Mais en tout cas, pour ma part, je ne peux que souscrire à cette lettre qui demande la fin du Front National. Parce que, en réalité, depuis trop longtemps maintenant, ce label immobilise des sujets de débat, des énergies, des financements et de l'attention médiatique de façon totalement contre-productive, malheureusement, avec un sens de la stratégie proche de zéro, avec des équipes qui aujourd'hui sont composées presque exclusivement de courtisans, d'arrivistes, de Front National Nouvelle Manière, qui ont abandonné l'essentiel des fondamentaux, c'est-à-dire la question de l'identité, la lutte contre l'islamisation, la lutte contre l'intégration française dans l'OTAN, la lutte contre, je dirais, la politique atlantiste et sioniste de façon générale. Et ça, c'est évidemment pour nous, je dirais, arriver à un point de rupture, au point même qu'on a appris là que ces derniers alliés viennent de quitter l'alliance qu'ils avaient noué avec le Front National. D'ailleurs, je voudrais avoir une pensée émue pour le sacrifice tout à fait significatif qu'a fait Nicolas Dupont-Aignan en ralliant Marine Le Pen entre les deux tours, ce qui lui sera évidemment reproché jusqu'à la fin des temps. Il a fait là un vrai sacrifice avec adresse, avec raison, avec mesure, parce que il avait préservé les intérêts de sa formation politique dans cette alliance, connaissant probablement l'incapacité dans laquelle est le Front de nouer quelque alliance que ce soit. C'était très méritant de sa part, c'était malheureusement inutile et trop tardif, des deux côtés, là j'ai envie de dire. Nicolas Dupont-Aignan, pendant trop longtemps, a aussi refusé finalement cette main tendue. Donc d'une certaine façon, là, la responsabilité repose à part égale entre lui et le Front National. Mais enfin, il a eu le mérite de porter ce choix extrêmement courageux, en fait, au vu des conséquences à la fois politiques et personnelles que ça aura sur son existence à l'avenir. Messieurs, un mot peut-être sur cette alliance de dernière minute. Oui, c'est effectivement très courageux à Nicolas Dupont-Aignan, et c'est effectivement un précédent qui va vers la normalisation du Front National. Je vous avouerai que j'ai pas tellement de position sur le devenir du Front National, entre Marine Le Pen qui dit qu'elle va changer le nom et tout refaire, Dupont-Aignan qui se casse avant la législative. Et le départ de Marion Maréchal Le Pen, qui est quand même la nouvelle de cette semaine, départ tout à fait sincère, je crois, dans ses accents personnels, mais qui évidemment recouvre aussi, et c'est d'une certaine façon un coup de jarnac qu'elle a fait à sa tante lors de ce bureau politique où elle a annoncé son retrait. Pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que connaissant des membres de son entourage, je savais qu'elle méditait un départ de ce type pour se consacrer à construire une vie professionnelle, une vie familiale plus équilibrée, plus proche de sa fille aussi, dont elle était tenue éloignée par les exigences de la vie politique. Je crois aussi que c'était une sanction, d'une certaine façon, pour toutes les avanies qu'on lui a fait souffrir à elle et à son courant depuis maintenant plusieurs années. Vexation, épuration dans certaines fédérations, mesures vexatoires de tous ordres. Et évidemment, cette mesure de rétorsion de Marion Maréchal Le Pen était l'une de celles qu'elle avait dans son arsenal possible. Et je crois que là aussi, c'est un signal qui nous est donné. Marion Maréchal Le Pen se retire. Si les choses avaient été différentes et qu'elle avait tiré les marrons de cette défaite, je dirais les choses peut-être différemment de ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. Mais je crois que ce départ de Marion Maréchal Le Pen constitue aussi un signal envoyé à tous les gens de notre courant de ne plus servir de caution, en fait, à la tribu des chenus, des invertis, des francs-macs, des anciens de l'UMP reconvertis qui n'étaient plus investis et qui, d'une certaine façon, sont revenus en deuxième semaine en prenant une carte au Front National. On s'est pas battu pour que Monsieur Chenu ou Monsieur Philippot puissent émarger à plusieurs milliers d'euros à la fin du mois et maintenir leur train de vie. Moi, c'est pas mon projet. Notre projet à nous, c'est la révolution nationale et sociale. C'est renverser et foutre à la porte les ennemis de l'Europe et de la France. C'est rompre avec le capitalisme. Et certainement pas, je dirais, faire des petits calculs de scrutin en scrutin pour les 5 prochaines années encore. Alors, on va quand même tracer quelques perspectives pour cette deuxième partie d'émission. Je crois que, puisqu'on en avait plus ou moins terminé avec le Front National, qu'il faut évidemment construire le parti.
Il faut construire le parti, il faut le construire avec ceux qui, dans l'ensemble des droites, qui ne se sont pas compromis dans des opérations, je dirais, contraires à l'intérêt national et contraires à l'intérêt de l'anthropologie classique que nous défendons, puissent se retrouver avec nous pour la construction de ce grand parti de droite dont j'ai déjà donné les quelques critères tout à l'heure, identitaire, souverain, écologique, social et patriotique. Je crois que sorti de ces 5 axes-là, il n'y a rien de vraiment essentiel. Le plus essentiel étant évidemment la souveraineté, indissociable de toute identité, et puis la question, elle aussi indissoluble, de l'écologie, du social et du local, donc du national en fait. Donc relocalisation de l'économie, écologie radicale et intégrale, avec rupture avec le modèle agricole industriel, mise au cœur de toutes nos préoccupations de la santé humaine, du développement humain et donc de l'éducation. 1000 choses que nous aurons encore l'occasion d'aborder, je l'espère, lors de la prochaine émission, où nous allons tracer quelques perspectives de ce que pourrait constituer justement ce programme d'union nationale, on va dire, autour de l'idée simple de l'autonomie et de l'enracinement. Il s'agit donc d'abord de construire le parti. Alors, à cet égard, messieurs, est-ce que vous aviez des remarques à faire de ce qu'il est possible, sachant là aussi qu'il y a des débris, des restes, des reliefs des repas du Front National qui restent alentour. Je pense évidemment au PDF et au ciel. Et je le disais tout à l'heure, je vous mets en garde contre cette initiative parce que elle finira dans une impasse. Et on n'a plus de temps à perdre. Il faut dès à présent se mettre à reconstruire pour les victoires à venir. À commencer, bien sûr, par la prochaine échéance absolument cardinale, selon moi, que sont les municipales de 2020. Les municipales de 2020 qui peuvent se faire soit sous une étiquette patriotique, d'alliance patriotique à construire, soit sous l'étiquette du Front National, si dans tel ou tel endroit, cette étiquette peut encore être porteuse pour telle ou telle raison d'opportunité exclusivement locale. Je ne suis pas en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure. S'il faut retirer toute énergie au Front National parce qu'il est devenu le principal obstacle de la construction d'une vraie force nationale, identitaire, souveraine, écologique et sociale, il n'en demeure pas moins que ici ou là, le Front National va continuer de représenter quelque chose. Et donc il faudra, si cela est nécessaire, endosser ce soutien sur les affiches par exemple, pour remporter des municipales. Construire des listes municipales en 2020, c'est une absolue nécessité. C'est par là que passera la reconquête des pouvoirs au pluriel, à commencer par les pouvoirs locaux. Nous sommes interdits de construire un courant à l'intérieur du parti Front National, du fait même du départ de Marion Maréchal Le Pen, du fait de la prise totale de l'appareil par la clique dont je parlais tout à l'heure, du fait aussi du départ de Nicolas Dupont-Aignan qui aurait pu peser dans cette alliance nationale à construire, mais cette rupture, à peine les noces consommées, laisse augurer déjà de l'état des relations entre les patriotes. Il y a évidemment au Front National des patriotes sincères, il ne s'agit pas de les mettre eux en accusation, mais aujourd'hui ils appartiennent à une organisation qui, si on fait le bilan, aura été plus nuisible qu'utile. Quand bien même les scores, et ça évidemment c'est un point qu'on n'a pas pu aborder, mais quand bien même les scores sont extrêmement encourageants parce que plus de 10 millions d'électeurs, c'est évidemment en soi une victoire, mais attention que ce ne soit pas une victoire à la Pyrrhus. Construire le parti, je le disais tout à l'heure, préparer les municipales de 2020, probablement aussi, Julien. Oui, le jeu politicien me paraît assez verrouillé aujourd'hui. Donc je vous avouerai, cher Monsieur K, que la perspective de construire un parti politique me paraît assez illusoire. Ou alors peut-être que je ne suis pas assez ambitieux ou que je ne vois pas assez loin. Effectivement, c'est peut-être une entreprise que l'on pourrait mener sur 10-15 ans minimum avant d'avoir un outil à peu près efficace. Mais en revanche, je vous rejoins totalement sur la question locale. Il faut évidemment reprendre nos communes et commencer par là et bâtir par le bas. Oui, on peut, je le disais tout à l'heure, présenter des listes divers droite, divers, Front National, Alliance Patriotique, ce que vous voudrez, ce qui est le plus opportun, étant entendu que le plus important, c'est l'objectif, c'est remporter l'objectif, c'est-à-dire remporter des mairies, fût-ce de petites mairies.
des villages de 1500, 5000, 10 000 habitants, c'est tout à fait suffisant pour faire beaucoup de choses. Je rappelle qu'une mairie de 10 à 15 000 habitants a des millions d'euros de budget et a des pouvoirs absolument énormes pour faire du bien autour d'elle. Et c'est et là où on peut le reprocher au Front National, c'est le travail que le Front National a été incapable de faire. Le Front National a été incapable de s'implanter localement, d'avoir un tissu d'élus locaux, de faire un vrai travail de terrain. Et c'est évidemment ce qui l'empêche, ce qui l'a empêché d'arriver au pouvoir, au vrai pouvoir. C'est resté un appareil, un mastodonte parisien qui se présente aux élections nationales. Point barre. C'est une PME en réalité. C'est une PME communicationnelle qui, cette année, aura remporté plusieurs dizaines de millions d'euros. On verra le score aux législatives. Mais je rappelle que... délaisser le local et les mairies, c'est une erreur stratégique fondamentale. C'est un péché capital en politique. Sans compter qu'il n'y a, on l'a déjà dit à cette antenne ou à l'antenne de MZ, aucune formation, aucune doctrine. Tout ça est en fait très flou. Même les gens du Front National, eux-mêmes à l'intérieur, ne savent pas très bien ce qui leur est permis ou non de penser ou de dire, parce que c'est finalement un parti opportuniste et courtisan, et ça varie d'une certaine façon avec les humeurs de sa présidente à vie, on suppose, Marine Le Pen. Oui, c'est ça le problème, c'est ce côté tyran entouré d'escrocs, et c'est pour ça qu'il faut que les gens doivent se présenter, qu'on doit se présenter selon toutes les étiquettes possibles qui puissent nous permettre d'arriver au pouvoir, parce que l'un des buts premiers de la politique, c'est quand même de prendre le pouvoir aussi. On s'en fout si on l'a, même avec les insoumis. On a des points communs aussi avec les insoumis. Donc autant se présenter avec eux si ça peut nous faire gagner une mairie et après nous permettre justement de combattre pour nos idées, comme peuvent le faire des gens à gauche, comme par exemple José Bové. Absolument. Il n'y a absolument aucune limite de cet ordre, dans cet ordre d'idées, en termes de label pour conquérir une ville. Le plus important, c'est d'y parvenir, sachant qu'il faut quand même construire votre liste. Et n'oubliez pas que ce sont les conseils municipaux qui élisent les maires et non pas les électeurs. Et donc, il faut quand même construire votre projet de façon à garder une majorité au conseil municipal. Mais en effet, il n'y a aucune limite en matière de prise de pouvoir révolutionnaire, fût-ce par les urnes, comme disait Maurras, par tout moyen, même légaux. Donc il n'y a pas de limite d'ordre moral. La seule chose qui compte finalement, c'est la construction des rapports de force. Oui, on parle de politique politicienne, mais ce n'est évidemment pas la seule chose à faire. Il y a d'autres moyens d'agir politiquement, il y a d'autres moyens pour œuvrer pour le bien de la cité. Donc agir politiquement et travailler et conserver sa communauté sans tomber dans différents dangers de repli, alors que ce soit carrément l'exil ou même de repli intérieur ou de repli plus personnel, spirituel ou autre, qui ne sont finalement que des manières de fuir et qui est plutôt au mieux stérile. Oui, en effet, il y a plusieurs tentations plutôt, de repli possibles. Il y a le repli religieux, c'est-à-dire qu'on va se désintéresser de la chose politique pour ne plus s'occuper que de l'Lectio Divina, de méditation zen ou quelle que soit votre pratique spirituelle. Donc repli religieux ou spiritualiste, et ça c'est un vrai risque en période de baso-politique. Autre risque, c'est le repli sur la sphère du culturel. Et là, évidemment, la réinfosphère nous menace de toutes ces séductions, encore une fois, autour de la personne comme des personnes comme Le Gallou, qui vont privilégier évidemment le combat qu'il qualifie de métapolitique sur le combat politique. C'est aussi exactement ce que faisait Dominique Vénère. C'est absolument ce que faisait Dominique Vénère, et je crois que là aussi, il y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Cet écueil culturaliste, métapolitique, qui oublie que sans traduction immédiate sur le terrain politique, ce travail reste très largement stérile. En tout cas, il reste sans traduction concrète. Autre repli possible, vous en avez dit un mot, Julien, l'exil. Alors, on parle beaucoup de Budapest. En ce moment, je voudrais mettre en garde les nationalistes, les patriotes, de diverses risques d'arnaque de ce côté-là. Il faut faire très attention avec les promesses que l'on vous fera. Il n'y a pas de paradis blanc
à l'est. J'y ai moi-même été. Alors c'est vrai qu'on y vit dans une relative tranquillité quand on compare avec les rues de Paris. On y voit en effet beaucoup moins, ou presque pas, d'halogènes. Mais cela ne constitue pas pour autant un paradis blanc, comme on parle certains ethnonationalistes. Je veux dire que les Hongrois ne vous considéreront pas spontanément comme leurs frères, leurs cousins, leurs amis, du seul fait que vous êtes le coderme comme eux. Donc là, attention aussi là aux illusions. Il y a, comme partout, des contradictions, et puis surtout, vous n'y trouverez pas la société organique dont vous pouvez rêver. La seule chose que vous y trouverez, évidemment, c'est, comme ici, dans un état antérieur de dégradation, c'est vrai, mais vous y trouverez des boîtes de nuit, du trafic de drogue, des violences, du travail aliénant, des étrangers Erasmus, en veux-tu, en voilà. Enfin, tout ça ne constitue évidemment pas un paradis, bien que, je le répète, les Hongrois soient très attachants et que il y ait 1000 choses à faire dans ce pays absolument merveilleux, comme par exemple pourquoi pas y développer des pieds-à-terre où on peut passer quelques mois par an pour se ressourcer, on peut y construire des initiatives avec nos camarades nationalistes du Jobbik, ça très certainement. J'envoie d'ailleurs un salut très fraternel à Ferenc Almasi du Visegrad Post, que je vous encourage à visiter. Mais attention à cette tentation de l'exil qui, de toute façon, ne dure pas. On entend déjà parler des premiers retours de Français exilés à Budapest. Il peut y avoir aussi une autre forme d'exil, Julien en parlait tout à l'heure, qui est cette espèce d'exil intérieur, inspiré d'ailleurs de certains de nos auteurs fétiches. Je pense là évidemment à l'anarque de Junger, et qui peut prendre la forme du survivalisme. Alors là, je crois aussi qu'il faut mettre en garde nos auditeurs, c'est parce que nous avons fait plusieurs émissions sur ce sujet, sur la vie à la ferme, le retour à la terre, la permaculture, toutes choses absolument passionnantes qu'il est nécessaire de développer, de connaître, de comprendre, mais qui, en tant que telles, isolées du reste, ne constituent pas une réponse politique à notre problème, à notre situation. Ce sont des choses très utiles et très nécessaires, mais elles ne constituent pas de réponse politique à la situation. La politique, c'est le collectif. Et le collectif qui s'occupe des affaires de la collectivité. Ça ne veut pas dire de toute la nation. Probablement, nous ne sauverons pas tout. Nous ne sauverons pas tout le territoire. Et nous en reparlerons dans de prochaines émissions. Je crois que nous devons continuer d'insister sur ce mot d'ordre que nous avons lancé il y a déjà plusieurs mois, le mot d'ordre de la partition. Ce sera la condition de notre propre survie si nous ne voulons pas prendre le risque d'un engloutissement total. Il faudra que nous essayions de préserver des zones exclusivement à nous. Xavier. Oui, et ça ne sert à rien d'aller vivre tout seul à la ferme. Il est beaucoup plus utile de prendre une simple maison de campagne, de s'y installer par exemple là où vivaient nos ancêtres, de retrouver nos bases et de se présenter aux élections municipales. Ça, c'est quelque chose de concret. Aller vivre tout seul dans une ferme au fin fond du Larzac, même avec sa famille, ça ne sert à rien. Oui, c'est-à-dire ça peut être une planche de salut pour vous et pour votre famille. Ça peut être fait pour des raisons médicales, pour des raisons psychiatriques, parce que vous ne supportez plus la vie en ville. Toute chose très légitime, très nécessaire et très bonne, mais ça n'est pas un acte politique. S'emboucaner dans une ferme, vous avez raison Xavier, ce n'est pas un acte politique. En revanche, construire comme vous le disiez, des initiatives locales, avoir un pied dedans, un pied dehors, présenter des candidatures dans, en effet, je dirais, nos terres d'origine, parce que nous avons tous, ou beaucoup en tout cas, des origines provinciales, se réenraciner dans la terre de nos grands-parents, y devenir candidat, peut-être simplement pour être premier adjoint au début, puis ailleurs ce sera pour être maire, etc. Oui, ça, ce sont des initiatives politiques. Or, le problème auquel la France a affaire est un problème politique, et il ne trouvera de réponse que politique. Après, que vous vouliez vous-même fuir les nuisances trop nombreuses qui vont se développer sous le quinquennat de Macron, je ne peux que vous donner raison. Fuyez si vous le voulez, mais ne nous présentez pas cela comme un projet politique. C'est tout ce que je demande, de la clarté et de la précision. Xavier. Oui, la fuite n'est pas un fait de guerre. Oui, la fuite n'est pas un fait de guerre, encore que on puisse, encore une fois,
pratiquer le retrait stratégique. On peut pratiquer comme l'a fait avec victorieusement le président Mao, la longue marche jusqu'au Yénan. Bien sûr, on peut se retirer pour mieux revenir, pour créer des bases arrières. Mais attention aux illusions qui ont eu trop cours ces dernières années dans notre milieu national patriotique, que sont tous ces écueils, toutes ces illusions qui en fait sont des baumes à l'âme. On se passe de la crème, on se dit je vais construire ma base autonome durable. C'est un concept, je le rappelle, qui a été initié entre autres par Lucien Cerise. J'en parlais encore avec lui il y a quelques jours et il me disait que, évidemment, il ne renie pas ce concept. Il en est l'auteur, mais il se rend bien compte, après, à l'expérience, si vous voulez, que ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant. Ce qui est nécessaire, ce sont les grands nombres, ce sont les masses. Et pour toucher les masses, il faudra bien à un moment donné replonger au cœur des masses et donc s'impliquer localement, politiquement. Et je ne parle pas ici d'implication associative, culturelle, religieuse, paroissiale ou je ne sais quoi d'autre. Il s'agit de s'impliquer politiquement au cœur des masses, c'est-à-dire au local, donc par exemple pour les municipales prochaines de 2020. Ça, c'est un travail sérieux qui fait sens. Ceux qui parleront de survivalisme, de combat culturel, de combat identitaire, d'exil à Budapest ou ailleurs, méfiez-vous-en, mes chers camarades, parce que ce sont, pour la plupart, des faux-semblants, dont les premières victimes sont leurs auteurs. Les auteurs de tels propos, de telles propositions, en fait, voudraient bien trouver des motifs d'espérance. Et donc, ils se leurrent volontairement, ils s'aveuglent volontairement pour ne pas avoir à souffrir psychologiquement de la défaite absolument historique que nous venons d'essuyer, malgré, je le rappelle, les victoires qu'elles peuvent dissimuler. 10 millions de Français, je vous le disais encore tout à l'heure, c'est considérable. Donc voilà, n'oubliez pas que nous nous retrouvons la semaine prochaine. Donc les choses reprennent comme à leur habitude. Nous nous étions absentés pour cause de Pâques et de campagne électorale, vous voyez. Nous avons été au bout de cette aventure et nous n'en parlons d'une certaine façon que en connaissance de cause. Chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. C'est une drôle de vision des choses. C'est un dessin pour le destin de la France. Chargé de combattre la diffusion de la haine sur Internet. Car c'est à eux qu'il faut s'adresser. Ce sont des récidivistes. Cela doit rester notre priorité, quand même, de tous les républicains, pour les valeurs de la République. De la République, les valeurs de la République. Cette République, elle compte sur vous. Alors il est temps que dans ce pays, après avoir frappé avec la fraternité, avec la plus grande force, Et je suis conscient. et je vais essayer quand même les paroles, oui, doivent être suivies par les actes. Les Français, pour la jeunesse, la pauvreté, jusqu'au bout, pour les ouvriers, pour les petites gens, pour redresser le pays, pour vous stigmatiser. Plus beau message. Charlie, disons-le franchement. Pour l'école, pour la dignité, pour la vie des Français, pour aboutir à la seule solution qui vaille. Face à la menace catholique, je suis chef. Écoutez-moi alors. Et monsieur le ministre de l'Intérieur a besoin d'une République ferme. À l'avant-garde de la République. La démagogie a besoin d'une République ferme. À l'avant-garde de la République. La fraternité éternelle a besoin d'une République ferme. À l'avant-garde de la République. La liberté de la presse a besoin d'une merde ferme. Alliance des contraires, oui. Cette immigration, de fait, par la demande même de nos entreprises, des grandes puissances, à l'échelle européenne. Et le mot est faible. Et le vrai visage de la corruption des esprits et de la trahison. Et c'est le sens de la loi. C'est un engagement d'une vie. Une morale de vivre ensemble. C'est le combat d'une vie Et de vivre ensemble, chacun pour chacun. Et une chance pour chacun. et qu'on choisisse à la place des Français. Il faut de vivre ensemble. C'est notre priorité. En votant pour moi. Avec la fraternité, car c'est la France qui est visée. Éternelle. Insulter pour vous stigmatiser avec les armes du droit. Comme je l'ai fait. Antisémite, raciste, homophobe, sexiste,
avec ce déversement permanent de haine. Quand même, à l'automne 1940. Alors que nous avons besoin de 30 000 de réfugiés, à les appliquer sur tout notre territoire. Cet instrument a été utilisé plus de 280 fois. Quand même, monsieur le ministre de l'Intérieur a besoin d'une république ferme, profonde. À l'avant-garde de la République. La démagogie a besoin d'une république ferme. À l'avant-garde de la République. La fraternité a besoin d'une république ferme. À l'avant-garde, quand même. À l'avant-garde de la République. La liberté de la presse a besoin d'une ferme, quand même. À l'avant-garde de la République. Calomnier avec la fraternité, car c'est la France qui est visée. Insulter pour vous stigmatiser. Il faut redonner de l'espérance. Il suffit d'entendre ce qu'il dit. Le Parlement européen doit, à ce sujet, plus que jamais, prendre ses responsabilités. Là où les valeurs de la République ont été diffusées partout dans le monde. Merde, quand même. Le terrorisme nous menace tous. Résultat, regardez les choses simplement de la crise économique. Mais nous sommes sur la bonne voie. Dans les années qui viennent. Moi je pense que la laïcité nous permet d'avancer. Les journalistes, les ministres, les téléspectateurs. Vous voulez que je vous donne toute la liste? Sont liés au fond et doivent avancer ensemble. Sous l'occupation, sous surveillance. Et c'est le sens de la loi. Et de la démocratie. Et des grandes puissances internationales. Et de la trahison. Je revendique l'immaturité De manière éternelle